Notre protagoniste est Nanju, le petit-fils d'un maître renommé connu pour ses divinations précises de bons et de mauvais présages, qui lui ont valu une grande renommée. Cependant, Nanju n'a pas appris grand-chose d'elle, donc ses connaissances en divination sont minimes. Sa grand-mère est décédée il y a quelque temps et, à l'approche du nouvel an, Nanju rentre enfin chez elle. En entrant, il rencontre Situ, un voisin et ami qui surveillait la maison pour lui en son absence. Nanju se demande pourquoi la maison de sa grand-mère semble être devenue un lieu de rassemblement, et Situ explique que les voisins, connaissant le retour imminent de Nanju, ont utilisé la maison comme un lieu de discussion de temps en temps. Les voisins et Situ espèrent que Nanju perpétuera l'héritage de sa grand-mère et leur fournira des prédictions. Cependant, Nanju admet franchement qu'il en sait très peu sur la divination. Situ se demande ce que Nanju compte faire dans la vie s'il ne peut pas reprendre le métier, lui rappelant les dettes importantes dues au séjour à l'hôpital de sa grand-mère. Nanju insiste sur le fait qu'il trouvera la solution par lui-même, mais Situ soutient que la divination est un moyen facile de gagner de l'argent. Avec un peu d'effort et d'apprentissage, Nanju pourrait stabiliser sa vie, alors pourquoi ne pas essayer? Nanju, frustré, dit à Situ d'arrêter de harceler et de rentrer chez lui. Avant de partir, Situ laisse quelques livres de Feng Shui à Nanju pour qu'il les étudie et programme une réunion le lendemain avec l'un de ses clients, prévenant que si Nanju ne se présente pas, Situ ne partira pas. Réalisant qu'il n'a pas le choix, Nanju commence à fouiller dans les affaires de sa grand-mère pour trouver quelque chose d'utile. Ce soir-là, il lit quelques-uns de ses livres, mais l'électricité est soudainement coupée. Allumant une bougie pour continuer à lire, il trouve les livres assez complexes. Cependant, un livre inclut des gestes de la main qu'il doit imiter. Alors qu'il tente de le suivre, un calendrier voisin commence mystérieusement à bouger, même s'il n'y a pas de vent. En lisant à haute voix et en exécutant les gestes des mains décrits, quelque chose d'extraordinaire se produit, un garçon portant une carpe émerge du calendrier. Le garçon se présente comme l'esprit du calendrier et demande si Nanju est le successeur de sa grand-mère. Nanju, qui ne connaissait sa grand-mère qu'en tant que maître Feng Shui, est choqué d'apprendre qu'elle était également une menteuse. Selon l'esprit du calendrier, elles sont choisies par le calendrier du ciel et de la terre, un artefact créé par un empereur qui prédit tous les événements futurs. L'esprit du calendrier, comme le garçon, est né des fêtes et du culte humain. Il y a 9 esprits du calendrier au total, et le calendrier du ciel et de la terre les a déjà informés que Nanju est le nouveau mensonge. Le lendemain matin, Nanju se réveille, pensant que tout était un rêve, mais en entendant des bruits à l'extérieur, il vérifie et trouve le garçon esprit du calendrier là-bas, confirmant que la rencontre de la nuit dernière était réelle. Le garçon se présente comme Ixionayan, l'esprit du calendrier représentant les célébrations du Nouvel An. En lisant l'un des livres de sa grand-mère, Nanju apprend l'existence des esprits maléfiques, des entités nées des émotions négatives des humains. Parce que ces émotions existent partout, les mauvais esprits aussi. Les gens ordinaires ne peuvent pas les voir, mais elle, comme Nanju, le peut. La plupart des malheurs dans la vie des gens sont causés par les méfaits de ces esprits. Plus tard, Ixionayan sent quelque chose de délicieux et découvre que Nanju a cuisiné un plat. Cependant, il est immédiatement découragé lorsqu'il voit que le plat est un curry de tête de poisson. Le problème n'est pas le goût, c'est que le poisson est la carpe de Ixionayan. Ixionayan exige une compensation, et Nanju, réalisant son erreur, propose une tortue en remplacement. Bien sûr, Ixionayan rejette cela. Cet après-midi, Nanju accompagne Sidu pour rencontrer un client. Ce client remarque immédiatement que Nanju ne ressemble pas au maître Feng Shui que Sidu a amené auparavant et doute de ses capacités. Le client rencontré par Nanju est responsable de la construction d'un pont, mais le projet a été entaché de retard en raison de problèmes persistants. Nanju découvre bientôt que des esprits maléfiques ont troublé le client. Il prévient l'homme que quelque chose va lui arriver cette nuit-là. Juste à ce moment-là, un appel téléphonique provenant du chantier signale un autre incident avec le pont. Les trois se dirigent vers le pont, et le client et Sidu laissent Nanju seul pour s'occuper des esprits. Nanju sort le calendrier du ciel et de la terre pour invoquer Ixionayan. Après un rituel d'invocation impressionnant et dramatique, Ixionayan apparaît. Bien qu'il ait maintenant un nouveau poisson, il exige toujours une compensation de Nanju, et jette même la tortue de Nanju dans la rivière, le blâmant pour la renaissance et la taille diminuée de son poisson. Les deux commencent alors leur mission pour chasser les mauvais esprits. Ixionayan utilise des balles d'eau pour attaquer les esprits, tandis que Nanju exerce des pouvoirs accordés par le calendrier du ciel et de la terre. Ixionayan déplore que si son poisson d'origine n'avait pas été cuit, il aurait pu gérer la situation en un seul coup. Cependant, après un certain temps, le poisson de Ixionayan manque d'énergie et s'évanouit. Réalisant qu'il est passé minuit, Ixionayan remarque que son quart de travail est terminé et disparaît. Laissé seul, Nanju est rapidement entouré d'esprits maléfiques. Soudain, une boule de feu descend du ciel, dispersant les esprits. Un nouvel esprit du calendrier apparaît,
accompagné d'un lion qui se précipite vers Nanju non pas pour attaquer, mais pour aider l'esprit à combattre les mauvais esprits. Nanju est entraîné par les esprits, forçant le nouvel esprit à intervenir. Avec des coups d'épée rapides, imprégnés de flammes, l'esprit élimine les mauvais esprits. Alors que la situation s'aggrave, il lance une attaque puissante pour les anéantir rapidement. Nanju reconnaît l'esprit comme étant Luang, l'esprit du calendrier représentant le réveillon du nouvel an. Luang se comporte bizarrement et avertit Nanju de quitter la zone immédiatement. De retour à la maison, Nanju prépare du thé et remarque un chien étrange. Luang explique que c'est sa bête Nian, un chien errant qu'il a adopté. Alors que Nanju est à l'intérieur en train de préparer du thé, Luang devient soudainement sombre et l'attaque. Reprenant ses esprits, Luang s'excuse, mais Nanju soupçonne que quelque chose ne va pas. Il invoque Ixionayan pour en savoir plus. Ixionayan explique que Luang est généralement doux, mais Nanju le voit comme une bombe à retardement. Choisir l'état des yeux résulte de la protection du réveillon du Nouvel An, une période où les mauvais esprits sont les plus actifs, ce qui amène son corps à absorber la brume maléfique, ce qui rend son comportement imprévisible. Ixionayan s'enfuit, laissant Nanju seul avec un couteau de cuisine tandis que Luang disparaît, laissant derrière lui une fenêtre brisée. Le lendemain matin, c'est le réveillon du Nouvel An. Le chien de Luang réveille Nanju, mais Luang est introuvable. Un coup à la porte surprend Nanju, qui attrape un rouleau à pâtisserie pour se protéger. Il s'avère que ce sont deux enfants du quartier qui lui souhaitent une bonne année. Les garçons révèlent que le quartier prévoit d'organiser une fête du Nouvel An ce soir-là. Nanju suggère qu'il l'organise chez lui. Il demande au garçon en chemise bleue des nouvelles de ses parents, et l'enfant explique tristement qu'ils travaillent loin et ne sont pas revenus. Nanju promet de lui cuisiner quelque chose de spécial et lui dit de garder la tête haute comme un vrai homme. Après le départ des enfants, Luang revient en disant qu'il a débarrassé la zone des mauvais esprits. Nanju prévoit de sortir brièvement et demande à Luang de rester à la maison. Les gens autour ont commencé à discuter du fait que les jeunes parents d'aujourd'hui sont assez irresponsables, laissant souvent leurs enfants à la maison pour que les grands-parents s'en occupent. Cela rendit une fois de plus triste le garçon en chemise bleue. Le garçon a ensuite essayé d'appeler son père pour lui demander s'il pouvait rentrer à la maison pour la fête du Nouvel An, mais il n'a pas réussi à le joindre. Ses émotions négatives ont commencé à se manifester en esprit maléfique. Pendant ce temps, Nanju attirait l'attention parce que Luang, vêtu de son armure, le suivait partout en public, attirant l'attention des gens. Luang a insisté sur le fait qu'il était de son devoir de protéger Nanju à tout moment. Cependant, la seule chose que Luang a réussi à accomplir a été d'embarrasser Nanju en tuant continuellement des esprits maléfiques nés d'animaux vendus dans le supermarché. Cela a conduit Nanju à recevoir des montagnes de factures d'indemnisation. Nanju a clairement dit à Luang qu'il ne devait pas interférer dans la vie des gens ordinaires. À ce moment-là, Luang a envoyé quelque chose et a soudainement disparu. Le garçon en chemise bleue était victime d'intimidation de la part d'un voyou local qui lui a arraché son téléphone. Le garçon a essayé de le récupérer, mais le téléphone est tombé accidentellement et son écran s'est brisé. C'était le téléphone que ses parents lui avaient donné pour rester en contact, et maintenant il était cassé. Le voyou s'est enfui mais s'est heurté à Luang, qui l'a effrayé avec sa grande épée. Nanju passa et vit ce qui s'était passé, alors il alla réconforter le garçon et le ramena chez lui. Ce soir-là, pendant la fête chez Nanju, le garçon était assis solennellement dans un coin. Nanju réalisa que la principale raison de ce problème était probablement l'absence de ses parents. Pour couronner le tout, son ami en chemise marron n'arrêtait pas de se vanter des nouvelles choses que ses parents lui avaient achetées pour la nouvelle année, ce qui rendait le garçon encore plus bouleversé. La négativité croissante a provoqué la formation d'esprits maléfiques plus forts. Situ est également arrivé à la maison de Nanju et a demandé qui était l'homme en armure. Nanju expliqua rapidement qu'il s'agissait de quelqu'un qui venait de rentrer d'un festival dans un centre commercial et qui n'avait pas eu le temps de se changer. Situ a remis à Nanju le paiement de leur dernier travail d'exorcisme. Bien que Nanju se soit plaint que c'était trop peu, Situ a promis de transférer le reste plus tard. Soudain, Nanju remarqua quelque chose d'inhabituel à l'intérieur de la maison et alla vérifier. Il a trouvé la voisine et son fils inconscient tandis que le garçon en chemise bleue était contrôlé par un esprit maléfique. L'esprit attaqua Nanju, lui rappelant une époque où il était comme ce garçon. Nanju a réussi à échapper au piège mental et a tenté de purifier l'esprit du garçon. Cependant, l'esprit a commencé à attaquer tout le monde, forçant Luang à intervenir. Luang a lancé une attaque puissante pour détruire complètement l'esprit. Il a ensuite demandé à Nanju d'effacer les souvenirs de l'incident de tout le monde. Luang lui a proposé de lui expliquer comment procéder. Le garçon en chemise bleue s'est réveillé et a cru que tout ce qui s'était passé n'était qu'un rêve. Cependant, tous les événements qu'il avait vécus étaient réels. Plus tard, le voisin a appelé le garçon pour répondre au téléphone. Au bout du fil, quelqu'un prétendait être un collègue de ses parents et lui assurait que ses parents reviendraient dans quelques jours.
On a dit au garçon de ne pas être triste et de se remonter le moral. En vérité, ces mots venaient de Nanju, qui voulait simplement rendre le garçon plus heureux pour la nouvelle année. Peu de temps après, l'horloge sonne à minuit, marquant l'arrivée de la nouvelle année. Le lendemain matin, alors que Nanju dormait, quelqu'un a jeté un pétard dans sa chambre, le forçant à se précipiter dehors. Il ne savait pas d'où venait le pétard jusqu'à ce qu'un nouvel esprit du calendrier apparaisse derrière lui, Danayan. L'esprit représentant les premiers jours de la nouvelle année. À ce moment-là, la voisine et son fils sont arrivés pour souhaiter une bonne année à Nanju. Danayan a expliqué qu'il était venu pour se venger parce que Nanju avait fait pleurer son jeune frère. Danayan a ensuite lancé une attaque avec un pétard visant Nanju, mais Nanju a esquivé, provoquant la chute de Danayan. Le voisin et son fils ont souhaité la bonne année à Nanju, mais Nanju a remarqué une brume maléfique qui les entourait. Danayan s'est soudainement précipité en avant, provoquant l'explosion d'un pétard et engloutissant la zone environnante. Nanju a dû réprimander Danayan pour avoir fait du mal aux humains. Cependant, Danayan a insisté sur le fait que ces pétards ne faisaient de mal qu'aux mauvais esprits et non aux gens. Nanju lui conseilla de ne plus lancer de pétards de manière imprudente à l'avenir, mais Danayan, se considérant mature, a refusé de tenir compte du ton sermonnant de Nanju. Le voisin pensait à tort que Danayan était le fils de Nanju, forçant Nanju à clarifier la situation. Danayan a ensuite montré son talent en écrivant des distiques pour les décorations du Nouvel An, surprenant tout le monde. Il a accroché les couplets sur la porte d'entrée de Nanju et a demandé au fils du voisin s'il connaissait la raison pour laquelle il avait accroché des couplets rouges et allumé des pétards pendant la nouvelle année. Danayan a expliqué que c'était pour éloigner les monstres qui causaient généralement des problèmes pendant la nouvelle année. Car ces monstres craignaient la couleur rouge et n'aimaient pas les bruits forts. Le voisin a ensuite invité tout le monde à l'intérieur pour manger des boulettes. Situ est également arrivé pour souhaiter à tous une bonne année. Voyant Nanju s'amuser, Situ déplora que sa propre nouvelle année ait commencé avec lui en train de manger du porridge. Danayan a fait remarquer que manger du porridge au début de l'année apporterait pauvreté et malchance pour le reste de l'année, provoquant l'irritation de Situ. Cependant, Situ s'abstint d'argumenter davantage car il était venu informer Nanju d'un nouvel emploi. Situ a emmené Danayan et Nanju dans un musée qui avait récemment connu d'étranges événements. Le directeur du musée avait invité un maître Feng Shui pour enquêter. À son arrivée, Danayan a remarqué que le musée abritait des céramiques anciennes rares et inestimables. Situ doutait de leur valeur, ce qui a conduit à une autre dispute entre lui et Danayan. Les trois hommes ont ensuite rencontré le directeur du musée et Nanju s'est présenté. Le directeur a expliqué que des incidents étranges s'étaient effectivement produits. Soudain, le musée a connu une panne de courant et des secousses. Tout le monde a été évacué tandis que Danayan a découvert des esprits maléfiques présents et a lancé des pétards vers eux. Le directeur, craignant d'endommager les objets inestimables, a arrêté Danayan. À l'extérieur, le directeur a réprimandé le groupe de Nanju, mais Nanju a expliqué que les pétards étaient des outils d'exorcisme qui n'endommageraient pas les artefacts. Le réalisateur le crut à contre-cœur et lui détailla les événements récents. Il a souligné que si la situation n'était pas résolue rapidement, davantage d'objets seraient en danger. Récemment, plusieurs objets ont été mystérieusement endommagés, avec des signes évidents d'intervention humaine, mais les caméras de sécurité n'ont rien révélé. Les incidents se sont poursuivis sans aucun signe d'arrêt. Juste hier soir, alors que le directeur patrouillait, une horloge antique a été soudainement détruite. Désespéré, il a demandé de l'aide au groupe de Nanju. En examinant la scène, Danayan a trouvé des traces d'esprits maléfiques et a observé que les dommages causés à 4 artefacts spécifiques formaient un ensemble rituel. Nanju a proposé de rester au musée cette nuit-là pour affronter ce qui était à l'origine des troubles. Le directeur, n'ayant pas d'autre choix, a accepté leur plan, soulignant l'importance de ces objets, non pas pour leur valeur monétaire, mais pour leur signification culturelle. Il voulait préserver la beauté de la culture ancienne pour les générations futures. Ce soir-là, Nanju et Danayan ont travaillé ensemble pour lancer des sorts de protection sur les artefacts. Seul Danayan pouvait briser les sorts, garantissant ainsi leur efficacité. Peu de temps après, les lumières se sont éteintes et des vents violents ont commencé à hurler. Un chat s'est soudainement précipité dans le musée, tentant d'attaquer les objets. Heureusement, les sorts de protection de Danayan ont tenu bon. Nanju et Danayan ont tous deux réalisé que l'agresseur était un chat, mais Danayan a corrigé qu'il s'agissait en fait d'un esprit maléfique. Il a exhorté Nanju à se protéger car il ne pourrait pas garder Nanju pendant le combat. Le chat s'est alors transformé en une silhouette humaine, qui a révélé qu'il s'agissait d'un esprit né des innombrables plaintes des gens. Le personnage explique qu'en Chine, lorsque les gens laissent tomber des objets, ils prononcent souvent une phrase pour conjurer le mauvais sort. Ces paroles ont donné naissance à cet esprit. L'esprit a tenté d'attaquer Nanju, mais il a utilisé sa propre magie pour se protéger. Danayan a ensuite utilisé un distique du Nouvel An pour lier les mains de l'esprit.
Cependant, l'esprit déclara avec assurance qu'il n'y avait rien dont il ne pouvait se libérer. L'esprit gras a alors utilisé toute sa force pour faire tomber les pétards de Danayan. Les pétards ont provoqué la dissipation du sort de protection, permettant au gros esprit de détruire rapidement le vase en dessous. Complétant le tableau rituel, le vase s'est brisé, envoyant un rayon de lumière dans le ciel. Le rayon a invoqué des nuages sombres et un dragon noir est apparu dans le ciel. L'esprit gras se réjouit, croyant qu'il était sur le point d'obtenir un trésor précieux. Le dragon noir est descendu et a fusionné avec le calendrier de Nanju. Le calendrier a alors présenté un phénomène étrange, produisant 3 nouveaux artefacts anciens. Ces artefacts semblaient être les trésors que le gros esprit recherchait, un livre, un parchemin. Et quand Nanju ramassa le parchemin, il vit une image de Luang à l'intérieur. Le trésor final était une corne de dragon qui se transforma en une épée noire, qui atterrit dans la main de Nanju. Le lendemain, le directeur du musée remercia Nanju car les troubles avaient cessé. Danayan a loué l'intelligence de Nanju qui a échangé le vrai vase avec un faux. Après avoir acquis les 3 trésors, Nanju les ramena et demanda à Luang de les examiner. Luang a identifié l'épée noire comme appartenant à un ancien empereur. Quant à l'écriture ancienne du livre, il a admis qu'il n'était pas suffisamment informé pour l'interpréter. Les personnages ont été créés par l'initiateur du calendrier du ciel et de la terre. Nanju a lu quelques mots et Luang a expliqué qu'il s'agissait de sorts écrits par le créateur. Réalisant qu'il ne s'agissait pas de sorts ordinaires, Nanju décida de se concentrer sur l'apprentissage de leur utilisation. Il se souvint alors du parchemin et l'ouvrit pour trouver un tableau. À l'intérieur du tableau se trouvait une image de Shuroman 11. Après l'avoir regardé pendant un moment, Luang ressentit un vague sentiment de familiarité avec la scène représentée. Mais j'ai eu un mal de tête en essayant de me souvenir de plus de choses. Nanju lui dit de ne pas trop se forcer, lui rappelant qu'après avoir vécu des milliers d'années, il était naturel de ne pas se souvenir de tout. Les deux ont décidé de sortir et de s'amuser puisque c'était la fête des lanternes, le 15e jour du premier mois lunaire. À l'extérieur, des esprits maléfiques ont commencé à apparaître, mais une fille les a rapidement éliminés avec sa bête spirituelle. La fille a ensuite couru partout pour profiter du festival, et Nanju et Shuroman ont également décidé de se joindre aux festivités. Nanju a demandé à Luang si aujourd'hui était le jour du festival de Janzayo et s'est demandé où pouvait se trouver le calendrier céleste de ce jour. Il supposa que Janzayo était probablement en train de s'amuser quelque part dans les environs. Juste à ce moment-là, une fille s'est approchée de Luang, se révélant être Janzayo, le calendrier céleste du jour. Malgré son comportement enjoué, Janzayo n'a pas négligé son devoir d'éliminer les mauvais esprits, gagnant les éloges de Nanju. Janzayo a invité Nanju et Luang à la rejoindre pour s'amuser. Soudain, Luang a commencé à perdre à nouveau le contrôle de lui-même. Janzayo a expliqué que comme ce n'était pas le jour du festival des yeux de Shu, il était plus faible et plus enclin à perdre le contrôle. Shuroman 11 a eu un violent mal de tête et est ensuite revenu à une personnalité enfantine. Dans cet état, Shuroman 11 demanda à Nanju de lui acheter des aubépines confites. Janzayo s'est rendu compte que Luang était peut-être possédé par un esprit maléfique né des enfants. Nanju a demandé au vendeur une brochette d'aubépines confites, mais Luang l'a refusé. Lorsqu'on lui a demandé combien il en voulait, Luang a déclaré qu'il les voulait tous et s'est enfui, forçant Nanju à le poursuivre. Nanju était à plusieurs reprises troublé par les pitreries enfantines de Luang et demandait à Janzayo combien de temps il faudrait à Luang pour revenir à la normale. Janzayo ne pouvait pas le dire avec certitude, mais lui a assuré que cela ne prendrait pas trop de temps. Plus tard, Nanju et les 2 calendriers célestes se sont joints pour lâcher des lanternes afin de faire des vœux. Cela rappelait à Nanju sa grand-mère. Janzayo a ensuite invité Nanju à visiter un temple voisin pour chercher un lot de divination. À ce moment-là, Luang a commencé à montrer des signes de retour à la normale. Au temple, Nanju a aidé une femme âgée à récupérer son lot de divination tombé au combat. Janzayo a vérifié si Nanju avait tiré son propre sort, mais la vieille femme leur a alors demandé à tous les deux de l'aide. Ils ont raccompagné la vieille dame jusqu'à son domicile, où ils ont été accueillis par son petit-fils. À la maison, Nanju a remarqué que le calendrier n'avait pas été déchiré depuis un mois. La table était poussiéreuse et les affaires semblaient emballées pour être déménagées. Janzayo a commencé à préparer la nourriture tandis que Nanju a remarqué les gâteaux que Janzayo lui offrait. Lorsqu'il a demandé à Luang s'il en voulait, Luang a refusé. Nanju a immédiatement compris pourquoi la cuisine de Nanzayo était terrible. Sa technique n'était pas mauvaise, mais ses connaissances sur les saveurs et les ingrédients faisaient défaut. La vieille femme s'approcha une fois de plus de Nanju, lui tendant une boîte et lui demandant de la remettre à son fils. Soudain, un couple est arrivé, surpris de trouver leur fils là. En voyant le groupe de Nanju, ils devinrent méfiants, pensant qu'ils étaient tous les 3 des trafiquants d'êtres humains. Nanju a expliqué qu'ils avaient été invités à entrer par la vieille femme et son petit-fils,
et non par des intrus. Cependant, l'homme a affirmé que sa mère était décédée il y a quelque temps, ce qui le fait douter de l'histoire de Nanju. Nanju tendit la boîte que la vieille femme lui avait donnée, mais l'homme la repoussa avec frustration. Lorsque le contenu s'est répandu, il s'est arrêté et s'est finalement assis pour écouter. C'est alors que Nanju réalisa que la vieille femme était effectivement décédée depuis longtemps, ce qui expliquait pourquoi la maison était si délabrée. À l'intérieur de la boîte se trouvait un jouet que l'homme avait autrefois voulu que sa mère lui achète, mais quelqu'un d'autre l'avait eu en premier. Par amour pour son fils, la vieille femme était partie loin pour acheter le jouet et l'avait gardé précieusement toutes ces années. Avec le jouet se trouvait un dessin que l'homme avait fait quand il était enfant. L'homme a raconté combien il avait aimé sa mère, surtout depuis le décès prématuré de son père. Il se souvient également comment, après un grave accident, sa mère avait supplié le médecin de le sauver. Le médecin a fait tout son possible pour l'aider à se rétablir. Pendant son séjour à l'hôpital, sa mère est restée à ses côtés, prenant soin de lui et de sa femme. Ils avaient tous les trois pris une photo ensemble à cette époque, et peu de temps après, le couple a eu un enfant, ce qui a donné lieu à une autre photo de famille. Mais ces dernières années, l'homme était devenu si occupé qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui pour fêter la nouvelle année avec sa mère. Sachant qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, la vieille femme avait écrit une lettre à la famille de son fils. L'argent que son fils lui envoyait chaque mois était soigneusement économisé, car elle n'en dépensait pratiquement rien, avec l'intention de le transmettre pour l'éducation de son petit-fils. Dans sa lettre, elle exprime ses regrets de ne pas pouvoir célébrer un dernier nouvel an avec la famille de son fils. Maintenant, elle pouvait enfin reposer en paix. Cela est devenu une leçon pour tout le monde, peu importe à quel point la vie est chargée, prenez toujours du temps pour vos proches. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour regretter les opportunités perdues. La famille de l'homme a brûlé des lanternes pour adresser ses vœux à la femme âgée. Le groupe de Nanju, ayant accompli sa tâche, partit également. Quelques jours plus tard, Nanju rencontra un nouveau calendrier céleste, qui se présenta comme étant Huizhou, la divinité représentant l'ancienne fête des fleurs de Chine. Cette fête était autrefois populaire lorsque les jeunes femmes offraient des fleurs aux dieux, mais elle est depuis tombée dans l'oubli, seuls quelques endroits préservant encore cette tradition. Huizhou a fait remarquer que la vie humaine est comme une fleur, elle fleurit brièvement, puis se fane. Il croyait qu'un jour, toutes les fêtes seraient oubliées et que les calendriers célestes comme lui tomberaient progressivement dans un sommeil éternel. Nanju a exprimé son désir d'empêcher les gens d'oublier de telles fêtes, mais Huizhou a répondu que la vie et la mort suivent leur chemin destiné et qu'il faut faire face à ce qui vient avec l'acceptation. Tandis qu'il parlait, ils remarquèrent une fille qui serrait dans ses bras un arbre voisin. Elle avait envie de voir l'arbre fleurir avec une amie malade, mais, étant aveugle, elle ne pouvait pas voir les fleurs elle-même. Huizhou lui a tendu une feuille pour l'aider à imaginer les fleurs. Lorsqu'on lui a demandé comment elle était arrivée là, elle a expliqué qu'une amie l'avait accompagnée. Cette amie s'est avérée être Situ, qui est arrivée en courant mais a trébuché, incitant Nanju à l'aider à se relever. Situ avait une blessure au bras, d'où surgirent soudainement des esprits maléfiques. Huizhou guérit rapidement la blessure et Situ présenta la fille comme une nin. Les deux groupes ont discuté un moment avant qu'un ninja ne décide de partir. Alors qu'elle et Situ partaient, Huizhou avertit Nanju du niveau dangereux de brume maléfique qui s'était échappé de la blessure de Situ. Cependant, lorsque Nanju revint, il fut perplexe car aucun esprit maléfique ne s'attardait autour de Situ. Huizhou a expliqué que les esprits maléfiques qu'ils ont rencontrés ce jour-là n'étaient pas nés de Situ, mais avaient été amenés là par quelqu'un d'autre. Cependant, Huizhou n'a pas non plus détecté de brume maléfique sur un ninja, alors Nanju lui a demandé de vérifier la situation autour d'elle. Peu de temps après, Situ arriva à l'improviste, apportant de la nourriture pour Nanju. Immédiatement, Nanju sut que Situ devait être venu à cause de quelque chose lié à un nin. En réalité, Situ se sentait simplement désolé pour une ninja, elle avait perdu la vue à cause d'un accident, et maintenant son seul compagnon était un chien. Il ne pouvait pas supporter de la laisser seule. Le chien était aussi l'ami qu'un ninja avait voulu emmener avec lui pour voir les fleurs. Malheureusement, le chien était vieux et malade, ce qui signifiait qu'il ne pourrait pas rester à ses côtés très longtemps. Un chien contactait fréquemment un vétérinaire, espérant prolonger la vie de son chien. Un jour, elle est sortie pour acheter des provisions et le vendeur lui a rappelé d'être prudent, car des événements étranges se produisaient la nuit. Après avoir fini ses achats, elle est rentrée chez elle. Alors qu'elle entrait dans une ruelle près de sa maison, elle entendit soudain le bruit étrange du vent hurlant. Mal à l'aise, elle fit un pas en arrière, juste au moment où un homme poussant un chariot chargé de cartons passait. Soudain, une silhouette sombre s'est précipitée en avant, renversant violemment le chariot. Les boîtes étaient sur le point de tomber en un clin d'œil lorsque Huo Jiao lança rapidement un sort pour la protéger. Elle a reconnu sa voix et lui a demandé ce qui s'était passé, mais il a considéré qu'il s'agissait d'un accident mineur et lui a assuré que tout allait bien. Cependant,
Huo Jiao avait réalisé que l'apparition des mauvais esprits était en quelque sorte liée à un Ning. Pendant ce temps, Situ, qui s'était saoulé, a soudainement admis qu'il aimait vraiment un Ning. Huo Jiao revint bientôt pour informer Nanju de la situation, mais dès que Situ entendit qu'Anning était en danger, il perdit son sang-froid. Huo Jiao a laissé derrière elle une branche de fleurs pour protéger Anning, et à ce moment-là, elle a retrouvé son dresseur de chien guide. L'entraîneur était venu lui conseiller de se procurer un nouveau chien guide, car son chien actuel n'était plus adapté à cette tâche. Cependant, Anning refusa obstinément. À ce moment-là, son chien avait été gravement infecté par la brume maléfique et était devenu fou. La branche de fleurs protectrice a activé son effet, forçant Huo Jiao à agir en premier, tandis que Situ et Nanju le poursuivaient. Ils montèrent tous les deux dans la chambre d'Anning, pour découvrir qu'elle et l'entraîneur étaient tous les deux inconscients. Situ, lui aussi, fut rapidement assommé par les mauvais esprits. Huo Jiao, déjà affaibli, ne put tenir plus longtemps et fut également vaincu. Nanju n'avait pas d'autre choix que de dégainer son épée noire pour faire face à la situation. D'un seul coup, il dissipa la brume maléfique, laissant derrière lui le chien épuisé. Huo Jiao a ensuite créé une illusion pour le chien et un espace où elle pouvait voir son chien et assister à la floraison des fleurs qu'elle avait toujours rêvé d'admirer avec lui. À ce moment-là, elle a réalisé à quel point elle avait été égoïste en retenant le chien et en lui causant des souffrances prolongées. Cette prise de conscience a finalement apporté la paix au chien, lui permettant de mourir sans regret. Peu de temps après, Nanju a emmené Situ voir des fleurs, où ils ont vu Ning avec son nouveau chien guide, admirant également les fleurs. Quelques jours plus tard, une tante voisine est venue rendre visite à Nanju pour l'informer qu'aujourd'hui était le festival Anshi. Plusieurs hommes, âgés du quartier voulaient lui rendre visite et jouer au mahjong chez lui, ce qu'il a accepté. C'est alors qu'il rencontra l'esprit du calendrier céleste du jour. L'esprit s'est présenté comme Anshi et, comme Huo Jiao avant lui, semblait être dans un état affaibli. Alors que les invités étaient sur le point d'arriver chez Nanju, il emmena Anshi dehors pour une conversation. Anshi a expliqué que, comme Huo Jiao, il disparaissait progressivement à mesure que les gens oubliaient leur festival, ce qui entraînait une diminution significative de son pouvoir. On croyait que le festival Anshi commémorait une divinité, mais en vérité, ce n'était pas exactement le cas. Anshi a raconté une histoire du passé. Un moine emmena un jour en exil le dernier héritier survivant d'une dynastie déchue. Ils s'enfuirent tous les deux dans les montagnes glacées, endurant une faim intense. En désespoir de cause, le moine décida de donner sa propre chair au jeune héritier pour le maintenir en vie. Lorsque l'héritier découvrit la vérité, il jura de récompenser la gentillesse du moine une fois qu'il aurait récupéré le trône. Finalement, l'héritier revint et prit le pouvoir, devenant roi. Le nouveau souverain chercha à récompenser le moine, mais celui-ci refusa, déclarant qu'il avait simplement fait son devoir. Par la suite, le moine emmena sa mère âgée sur une montagne pour vivre en réclusion, espérant forcer le moine à sortir de sa cachette. Le roi ordonna que toute la montagne soit incendiée. Cependant, lorsque le feu eut tout consumé, il ne resta que le moine et sa mère, leurs corps brûlés vifs sous un arbre solitaire. Pour honorer le sacrifice du moine, les gens ont institué le festival Anshi et observé un tabou contre l'utilisation du feu. Nanju savait que Anshi existait depuis longtemps, alors il a demandé qui de Anshi ou de Luang était le plus âgé. Anshi a admis que Luang était toujours l'aîné parce que Luang possédait un immense pouvoir divin et avait combattu d'innombrables esprits maléfiques. Bien qu'il soit le plus fort parmi les esprits du calendrier, Luang était toujours amical avec les autres et jamais arrogant. Soudain, d'autres esprits du calendrier ont pris la parole, exprimant leur désir de sortir et de rencontrer Huizhou. Nanju les libéra et seuls les deux frères, Zayonayin et Danayin, ainsi que Yunzayo, apparurent. Peu de temps après, Luang s'est également montré. Yunzayo s'est alors demandé pourquoi l'esprit du calendrier Qinming n'était pas présent. La mention de Qinming semblait irriter Danayin. Il a expliqué que le festival de Qingoming avait éclipsé le festival de Anshi, provoquant l'affaiblissement de Anshi qui était progressivement oublié. Cependant, Han n'éprouvait aucun ressentiment. Il y a longtemps, Qinming avait été profondément attristé lorsque son festival avait été considéré comme un jour de deuil. Han-Chi lui avait expliqué que chaque fête avait sa propre signification et qu'avec le temps, il finirait par comprendre la signification de son existence. Danayin croyait que Qinming n'avait jamais pleinement accepté d'être regroupé avec Anshi, c'est pourquoi il restait toujours distant de lui. Pendant ce temps, le contremaître de construction d'un certain projet de pont se retrouve une fois de plus en difficulté. Ses ouvriers avaient récemment déterré plusieurs cadavres sous le site. Le contremaître leur a ordonné de garder le silence et de ne pas signaler l'affaire à la police. Au début, ils pensaient que la situation ne s'aggraverait pas, mais bientôt un autre travailleur est arrivé en courant pour l'informer que d'autres corps avaient été découverts. Cette nuit-là, alors que Nanju discutait avec Anshi,
le contremaître du chantier a soudainement appelé, demandant de l'aide. Quelque chose de grave s'était produit. Nanju décide d'aller enquêter et dit à Anshi de rentrer chez lui. Cependant, Anshi a insisté pour l'accompagner car il était responsable de la protection de Nanju pendant qu'il était en service. Les deux hommes sont arrivés sur le chantier pour évaluer la situation. Anshi sentit rapidement une puissante brume maléfique dans la zone. Nanju a procédé à l'examen de la fosse que les ouvriers avaient creusée. Au début, rien ne semblait se produire. Pensant qu'il n'y avait pas de fantôme ou d'esprit, Nanju baissa sa garde, mais une pelle fut soudainement lancée dans les airs. Puis, les esprits maléfiques commencèrent à sortir du trou les uns après les autres, forçant Nanju à s'engager dans la bataille. Il invoqua son épée et riposta. Nanju a exhorté Anshi à ne pas abuser de son pouvoir, mais Anshi a insisté sur le fait qu'il était de son devoir d'aider le mensonge qu'elle l'aimait. N'ayant pas d'autre choix, Nanju permit à Anshi de le soutenir au combat. Cependant, peu importe le nombre d'esprits qu'ils ont vaincus, ils n'ont montré aucun signe de déclin. Peu à peu, les deux hommes se sont retrouvés acculés dans un coin. Soudain, les mauvais esprits se retirèrent et fusionnèrent en un serpent massif. L'épée de Nanju s'envola d'elle-même de manière inattendue pour attaquer le serpent, forçant Anshi à intervenir et à le geler avec sa magie. Anshi a exhorté Nanju à partir, mais il a refusé de tout confier aux seuls esprits du calendrier. Au lieu de cela, il sortit le calendrier du ciel et de la terre et tenta d'utiliser un sort qu'il avait lu dans le livre. Tandis qu'il chantait, des nuages d'orage se rassemblaient au-dessus de lui. Au moment où il eut fini, la foudre s'abattit sur le serpent. Pourtant, le monstre n'a pas été complètement détruit. Juste à ce moment-là, une lame volante transperça le cou du serpent alors que Log était arrivé. D'un coup rapide, il anéantit complètement la créature. Cependant, Anshi avait maintenant atteint un état dangereusement affaibli après avoir dépensé trop d'énergie. Nanju a demandé comment Luang était arrivé, et il a expliqué qu'il avait senti un danger et était venu enquêter. Seulement pour trouver le serpent géant. Nanju dit alors à Anshi de retourner au calendrier pour se reposer. Mais soudain, Luang a perdu le contrôle. Vaincu par la corruption, il se jeta sur Nanju, forçant Anshi à déclencher une technique puissante qui a dissipé la brume maléfique infectant Luang. Anshi informa alors Nanju de l'état de Luang et avait une demande à lui faire. Mais avant qu'il ait pu finir de parler, il s'est effondré. Le lendemain matin, Nanju s'est réveillé à la maison et a trouvé Anshi. Il semblait avoir quelque peu récupéré. Nanju lui a demandé s'il avait pris sa décision. Anshi était sur le point de disparaître et voulait passer son dernier jour avec Qin Ming. Car aujourd'hui c'était la fête du roi Aming, un jour où les gens honoraient les défunts. À ce moment-là, l'esprit du calendrier Qin Ming était également descendu dans le royaume des mortels pour éliminer les mauvais esprits. Il rencontra bientôt Anshi et Nanju. Cependant, au lieu d'être content, Qin Ming semblait irrité, accusant Nanju d'avoir violé les règles, en permettant à Anshi de rester ici. De plus, Qin Ming soupçonnait que Anshi était resté uniquement pour le surveiller, craignant d'être incapable de remplir ses fonctions d'esprit du calendrier. Nanju, cependant, voulait que Qin Ming fasse attention à ses paroles, lui rappelant que c'était Anshi qui l'a guidé à lui seul pour devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Qin Ming, d'autre part, ne voulait pas que Nanju interfère trop dans leurs affaires. Plus tard, Nanju a rencontré Sidou, qui lui a posé des questions curieuses sur la nouvelle connaissance de Nanju. En entendant le nom de Qin Ming, Sidou a supposé que cela devait être un nom malheureux, étant donné que cela coïncidait avec une fête aussi triste. À ce moment-là, Anshi se rappela à quel point Qin Ming avait été assidu dans son entraînement dans le passé. Bien que Anshi croyait qu'un esprit du calendrier n'avait besoin que de bien accomplir son devoir, Qin Ming avait toujours voulu devenir plus fort pour protéger Anshi. Le groupe a ensuite gravi la montagne pour visiter les tombes de leurs ancêtres. Sidou était parti en avant le premier. Anshi a commenté que Qin Ming était désormais suffisamment fort pour être l'un des esprits du calendrier les plus puissants. Cependant, Qin Ming n'aimait pas être traité comme s'il était encore un enfant qui avait besoin des soins de Anshi. Lorsqu'il atteignit la tombe de la grand-mère de Nanju, il se remémora le passé. Il se souvenait qu'elle n'avait jamais versé une larme en l'amenant ici. Anshi a fait remarquer qu'elle avait probablement prévu ce jour. Et je voulais donner l'exemple de force et de résilience à Nanju. Qin Ming entendit alors une famille voisine discuter d'une branche de saule. On raconte qu'il y a bien longtemps, un moine et sa mère avaient péri dans un incendie sous un saule. Et peu de temps après, cette même branche a commencé à pousser à nouveau. Pour cette raison, les gens croyaient que le festival Qin Ming est la tradition de placer des branches de saule. Les inscriptions sur les tombes ancestrales trouvent leur origine dans le festival Anshi. Qin Ming se souvient comment, dans le passé, les autres se moquaient souvent de lui, le qualifiant de faible et disant qu'il comptait entièrement sur Anshi. Il prétendait que sans Anshi, Qin Ming n'était rien. À cause de cela, Qin Ming avait progressivement perdu toute affection pour Anshi.
La famille a également mentionné comment le festival Kinming avait pris de l'importance, remplaçant progressivement le festival Anshi. Parce que le festival Anshi interdisait l'utilisation du feu. Dans l'Antiquité, les gens ne pouvaient pas cuisiner ce jour-là, ce qui a conduit à son déclin. Nanju se sentit quelque peu indigné en entendant cela, mais Anshi avait depuis longtemps accepté son sort. Cependant, Kinming était visiblement en colère. Il est intervenu à plusieurs reprises, empêchant la femme qui se trouvait à proximité d'allumer un feu pour ses pétards. Finalement, Kinming a délibérément laissé le feu s'allumer, provoquant l'explosion sauvage des pétards. Sentant que c'était un mauvais présage, la femme décida de brûler tout son argent spirituel d'un coup. Anshi leur a conseillé de ne pas partir tout de suite et de rester sur place pour surveiller l'incendie, de peur qu'il ne provoque un incendie de forêt. Cependant, la femme l'ignora et partit. Peu de temps après, le vent s'est levé et des esprits maléfiques sont entrés dans les flammes. L'incendie s'est soudainement déclaré avec violence. Nanju a essayé de l'éteindre, mais les flammes ont refusé de s'éteindre. Kinming dit à Anshi que puisqu'il était affaibli, il devait arrêter d'interférer. Nanju a ensuite demandé aux deux esprits du calendrier de se concentrer sur le sauvetage des gens, tandis qu'il s'occupait des mauvais esprits. Il a utilisé un sort pour attirer les esprits vers lui. Le pouvoir de Kinming était censé favoriser la croissance et le renouvellement, il ne pouvait donc pas éteindre le feu, il ne pouvait que supprimer les mauvais esprits. Cette feuille de gauche pour geler lui-même certaines parties des flammes, mais en utilisant ses capacités pour sauver Kinming et les autres, il s'est progressivement vidé. Malgré cela, Kinming n'a exprimé aucune gratitude. Au lieu de cela, il a simplement dit à Anshi de trouver un endroit pour se reposer. Mais Anshi persista à se battre. Alors que la bataille faisait rage, ils découvrirent que de nombreuses personnes étaient encore prises au piège dans l'incendie. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'aller les sauver. À ce stade, Nanju était complètement épuisé. Kinming et Anshi revinrent pour l'aider, car les villageois avaient déjà été évacués. Soudain, ils se sont rendus compte que la famille responsable de l'incendie était toujours coincée en dessous. Nanju voulait aller les sauver, mais il n'en avait plus la force. Anshi a donc pris sa décision. Kinming a essayé de l'arrêter, l'avertissant que Anshi avait peu de pouvoir divin restant. Mais Anshi refusait de penser à lui-même, il donnait la priorité à la vie des gens. C'était le devoir d'un esprit de calendrier. Invoquant chaque dernière once de son pouvoir divin restant, Anshi créa une formation massive. La neige commença à tomber du ciel, éteignant rapidement le feu qui faisait rage sur toute la montagne. Anshi a ensuite complètement disparu et est décédé. Pendant ce temps, la famille responsable de l'incendie ne semblait pas savoir comment l'incendie avait commencé, ce qui a rendu Kinming furieux. Il était furieux de leur irresponsabilité, qui avait conduit au départ définitif de Anshi. Au moment où il était sur le point de les attaquer, Nanju est intervenu pour l'arrêter. Nanju réalisa que Kinming avait été consumé par la brume maléfique et exhorta la famille à fuir. Kinming rejetait la faute sur les mortels. Il croyait que c'était à cause d'eux que Anshi était devenu faible. Et maintenant, à cause d'eux, Anshi avait disparu. À ce moment-là, Luang arriva et frappa la brume maléfique loin de Kinming. Kinming a souligné avec colère que tout le monde semblait valoriser les mortels. Cela signifiait-il que les esprits du calendrier comme eux ne méritaient pas la même importance? Luang a répondu que Kinming n'avait toujours pas réussi à comprendre le cœur de Anshi il y a des années. Kinming n'avait jamais accepté le fait que Anshi ait été blessé alors qu'il protégeait des humains. Mais Anshi croyait qu'ils existaient grâce à la foi de l'humanité en eux. Même si les esprits maléfiques étaient nés des humains, leur devoir était toujours de protéger l'humanité. Parce que Kinming avait été moqué d'innombrables fois en tant qu'ombre de Anshi, il avait travaillé sans relâche pour devenir plus fort, déterminé à ne plus avoir besoin de la protection de Anshi. Mais à mesure que Kinming devenait plus fort, Anshi devenait de plus en plus faible, car l'humanité l'oubliait progressivement. Pourtant, Anshi n'a jamais abandonné sa détermination à protéger le peuple. Manju a ensuite révélé à Kinming que Anshi était resté dans le monde des mortels aujourd'hui pour une dernière raison, passer ses derniers instants avec Kinming. Anshi savait depuis un certain temps qu'il allait bientôt disparaître, il avait donc choisi de rester et de voir à quel point Kinming avait grandi. Tout le monde était le cœur brisé par le départ de Anshi. Cependant, Nanshi continuait à croire qu'il pourrait y avoir un moyen de ramener l'esprit du calendrier. Luang, à regret, lui dit que ce qu'il souhaitait était impossible. Les esprits du calendrier, comme les humains, ne pouvaient pas revenir une fois décédés. Ils avaient tous accepté depuis longtemps qu'un jour, ils connaîtraient leur fin. Nanshi a ensuite demandé à Luang où Kinming était allé. Luang a répondu que Kinming devrait être laissé tranquille pour le moment. À ce moment-là, Kinming restait sur la montagne, noyant son chagrin dans l'alcool. Mais peu importe combien il buvait, il ne pouvait pas oublier Anshi. Soudain, le mystère maléfique est apparu. Il chuchota à Kinming, affirmant ses pensées selon lesquelles les humains n'étaient pas dignes de protection.
Ils n'étaient rien d'autre que des êtres irresponsables qui avaient trahi Anchi. Bien qu'ils aient été sauvés d'innombrables fois par Anchi, ils l'avaient si facilement oublié. En effet, les mortels ne méritaient pas la protection d'un esprit du calendrier. Qin Ming, une fois de plus, commença à succomber à l'influence des brumes maléfiques. Cette nuit-là, Nanju s'était endormi, car il était presque minuit. Il se souvenait encore de l'avertissement de Luang selon lequel les mauvais esprits de la montagne n'étaient pas ordinaires, et qu'il devrait garder un œil attentif sur Qin Ming. Les émotions instables de Qin Ming le rendaient très vulnérable à une autre invasion des brumes maléfiques. Nanju s'est réveillé plus tard et a trouvé Qin Ming s'approchant de lui. Cependant, au lieu d'attaquer, Qin Ming avait tué un esprit maléfique qui ciblait Nanju. Qin Ming s'est excusé d'être arrivé en retard. Il raconta ensuite comment, alors qu'il était sur le point d'être complètement envahi par les mauvais esprits, une branche de Anchi l'avait réveillé. Bien qu'il ait riposté et éradiqué les mauvais esprits, il s'était rendu compte qu'il visait Nanju depuis le début, alors il était revenu le plus vite possible. Les esprits maléfiques devenaient désormais plus imprévisibles, alors Qin Ming exhorta Nanju à rester vigilant. Au cours des jours suivants, Nanju a dû faire face à plusieurs reprises à des attaques étranges. En conséquence, les esprits du calendrier ont dû utiliser des sorts pour protéger toute la maison de Nanju. Pendant ce temps, sur un chantier de construction, le dieu maléfique Obei, Suiping et celui d'avant se détendaient. Quand soudain, le maître des serpents qui attaquait Nanju ces derniers jours revint. Suiping s'est moqué, disant qu'elle gaspillait ses efforts en attaquant constamment Nanju. Après tout, il était protégé par de puissants esprits du calendrier. De plus, ses actions imprudentes sur la montagne allaient à l'encontre des souhaits de leur maître. Elle ferait donc mieux d'être prudente. Mais la femme rétorqua que Suiping n'était pas meilleur. Après tout, le trésor qu'il avait attendu 100 ans avait fini entre les mains de Nanju. En entendant cela, Suiping se sentit mal à l'aise et décida de partir le lendemain matin. Nanju est sorti avec un esprit de calendrier. Sachant qu'aujourd'hui c'était le festival de Jianggu, le nom de l'esprit du calendrier était également Jianggu. Jianggu a remarqué 2 enfants près de la maison de Nanju qui achetaient des serpents en jouets. Il les interdit immédiatement, prétextant que de telles choses étaient dangereuses. Les enfants ont alors harcelé Nanju, il n'a donc pas eu d'autre choix que de leur acheter les serpents en jouets. Il pensait que Jianggu était trop strict, mais Jianggu insistait sur le fait que les enfants devaient être correctement disciplinés dès leur plus jeune âge. Plus tard, Nanju invita Jianggu à manger des gâteaux de riz gluant, car il en avait acheté une grande variété. Cependant, Jianggu a soutenu que seule la saveur originale était véritablement traditionnelle. Il a critiqué Nanju et les gens modernes pour avoir abandonné les vieilles traditions. N'ayant pas d'autre choix, Nanju obéit. Mais au fil du temps, Jianggu lui a imposé encore plus de restrictions, lui interdisant de manger des pommes de terre, du tofu, et d'innombrables autres choses qui frustrent Nanju. Au moins, il pourrait encore regarder le festival des bateaux dragons. À un moment donné, Nanju a remarqué que Jianggu partait. Jianggu a expliqué qu'il allait acheter de l'alcool traditionnel pour le festival de Jianggu. Pendant ce temps, Nanju observait que le ciel semblait prêt à pleuvoir. Jianggu est arrivé plus tard au supermarché mais n'a pas trouvé d'alcool à sa convenance, il a donc décidé de rentrer chez lui. À ce moment-là, la pluie avait déjà commencé, alors il s'est dépêché de rentrer aussi vite qu'il le pouvait. Sur son chemin, il rencontre accidentellement une fille qui appelle à l'aide. Un serpent s'est soudainement jeté sur elle, alors Jianggu l'a rapidement chassé. Mais en tant que personne respectueuse d'une discipline stricte, il désapprouvait la tenue révélatrice de la jeune fille. Il était sur le point de partir lorsque la fille a insisté pour le rembourser. Puis, en un instant, elle s'est précipitée derrière lui et l'a mordu. Cette nuit-là, Situ est venu trouver Nanju et lui a rapporté qu'il y avait eu de fréquents décès dans un hôtel voisin. Nanju a dit à Situ d'être prudent, car lui-même n'a jamais visité d'hôtel. Soudain, Jianggu revint. Il était désormais contrôlé par la femme serpent à travers la morsure. À ce stade, ils ont réalisé qu'elle était également responsable des récents décès dans les hôtels et qu'elle visait en effet Nanju. Jianggu s'approcha de Nanju et lui tendit l'alcool, mais Nanju sentit que quelque chose chez lui n'allait pas. Puis, Jianggu s'est réveillé, mais il se tenait la tête de douleur. La femme serpent savait que son venin ne pouvait pas complètement maîtriser un esprit du calendrier. Juste après, un autre cas de meurtre a été signalé. Situ soupçonnait qu'un démon femme serpent était derrière tout cela et exprima le désir de la voir. Nanju, sachant que c'était inutile, essaya quand même d'avertir Situ d'être prudent. La femme serpent a immédiatement remarqué une nouvelle cible et a décidé de partir à sa poursuite. Le lendemain, Nanju et Jianggu se sont rendus à l'hôtel où les meurtres avaient eu lieu. Nanju trouvait étrange qu'il n'y ait aucune trace d'esprit maléfique là-bas. Il a également interrogé Jianggu sur la marque rouge sur son cou, soupçonnant qu'il aurait pu avoir une rencontre avec une femme. Mais Jianggu, étant strict et dévoué à son devoir,
rejeta de telles pensées. Il a pensé que cela devait venir de la fille qu'il avait sauvée l'autre jour. Cette nuit-là, Nanju consulte les nouvelles en ligne et découvre quelque chose d'inhabituel, toute la ville est étrangement propre. Pas un seul esprit maléfique n'était apparu, malgré le nombre croissant de meurtres. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un les avait effrayés. Quant au meurtre, il pourrait être l'œuvre d'un tueur en série. Pendant ce temps, un homme ivre rentrait chez lui lorsqu'il fut soudainement vidé de ses forces par une force inconnue, son corps disparaissant complètement. À ce moment-là, Sweeping est apparu et a affronté l'entité qui venait de consommer l'homme. Cet être était Santai, un subordonné du maître que Sweeping servait. C'était en fait ce dieu maléfique obèse qui avait éliminé les mauvais esprits de la région, se préparant apparemment à un plan plus vaste. Sweeping a mentionné que la femme serpent chassait de manière obsessionnelle Nanju, mais Santai a simplement ignoré ses actions. À ce moment-là, Nanju et Jiangwu étaient rentrés chez eux et avaient rencontré Situ. Situ s'est soudainement approché d'eux, prononçant des mots incohérents avant de sortir de manière inattendue un couteau et d'attaquer Nanju. Nanju a réussi à esquiver à temps et a remarqué une marque de morsure sur le cou de Situ identique à celle de Jiangwu. La femme serpent lança alors une autre attaque surprise sur Nanju, mais il l'évita de justesse. Voyant cela, elle décida de se retirer mais laissa derrière elle une adresse pour Nanju. S'il ne se présentait pas, Situ serait sa prochaine victime. Jiangwu réalisa alors pleinement qui se trouvait derrière tout cela. Il a révélé que la femme serpent était Viper, la même fille qu'il avait sauvée plus tôt. Déterminés à mettre un terme à cela, Nanju et Jiangwu se dirigèrent vers le chantier, où ils trouvèrent Situ qui les attendait. Pendant que Jiangwu soignait Situ, Nanju est allé affronter Viper. Il se rappela qu'elle était liée au serpent qu'il avait tué précédemment aux côtés de Hanshi et Lohang. Nanju a émis l'hypothèse que les cadavres dans la fosse étaient tous des victimes de Viper et l'a accusé d'avoir causé des ravages dans le monde humain. Cependant, Viper soutenait que la vie suivait la règle selon laquelle le fort priait le faible. Elle a affirmé que chasser des proies pour nourrir sa progéniture était une chose naturelle, mais Nanju a rétorqué que ce n'était pas à elle de décider des vies humaines. Viper a alors rétorqué si Nanju avait tué sa progéniture. Cela signifiait-il qu'il avait le droit de prendre de telles décisions? Elle l'a attaqué, forçant Nanju à dégainer son épée pour se défendre. Cependant, les esprits maléfiques qu'elle avait invoqués émettaient une toxine qui rendait la respiration difficile pour Nanju. Jiangwu s'est précipité pour l'aider, tandis que Sweeping a créé une formation autour de l'emplacement de Nanju et a fait son rapport à Santai. Santai, voyant que la scène était prête, attendait simplement que les acteurs jouent leur rôle. Et l'acteur attendu était arrivé, Lohang est descendu du ciel et a frappé Viper, la blessant. Elle attendait Lohang, impatiente de se venger. Mais juste à ce moment-là, Santai ordonna à Sweeping d'activer la formation. La pluie s'est soudainement abattue, rendant Jiangwu méfiant à l'égard d'un mauvais présage et il a exhorté Lohang à battre en retraite. Mais Lohang voulait terminer le combat rapidement. Puis, sans avertissement, la formation activée, Lohang a poussé Nanju hors des limites de la formation juste à temps. Soudain, des esprits maléfiques venus de partout ont convergé vers Lohang, le possédant. Viper, réalisant cette tournure inattendue des événements, décide de battre en retraite. Nanju dégaina son épée et tenta de détruire la formation, mais ce fut en vain. La formation a été construite à partir de milliers d'esprits maléfiques, ce qui la rend presque impossible à briser. Le Wang commença à se perdre, tombant progressivement sous le contrôle des mauvais esprits. Jiangwu avait l'intention de prendre Nanju et de s'échapper, mais Nanju était déterminé à sauver Lohang en premier. À ce moment-là, Sweeping fut également entraîné de manière inattendue dans la formation. Il réalisa alors qu'il avait été trompé par Santai. Malgré cela, Nanju a supplié Jiangwu de le laisser essayer une dernière fois. Nanju a ensuite utilisé son épée et a chanté une incantation de son livre, invoquant un dragon noir. Le dragon a chargé directement dans la formation. Lohang a été sauvé et heureusement, il n'avait pas encore été complètement possédé par les mauvais esprits. Jiangwu, voyant que Lohang était sain et sauf, déclara qu'il aurait besoin de temps pour récupérer. Pendant ce temps, Nanju se souvenait d'une vision qu'il avait eue lorsqu'il avait été empoisonné par Viper. Viper a été déterré par Sweeping, un serpent et une figure inconnue qui lui avait confié une tâche. Quelques jours plus tard, un nouvel esprit du calendrier est arrivé, c'était Shangming. À ce moment-là, elle et Nanju se trouvaient dans un sanctuaire où les gens priaient généralement pour l'amour. Cependant, Shangming a détruit tous les fils rouges du destin. Ses raisons étaient doubles, elle avait déjà souffert de blessures émotionnelles et était jalouse du bonheur des autres. Deuxièmement, elle croyait que si l'amour pouvait être coupé aussi facilement qu'une corde, alors ce n'était pas du véritable amour. Pour ceux qui se demandent quelle est l'identité de Shangming, elle représentait simplement la Saint-Valentin à son retour à la maison. Shangming a vu des démonstrations de romance partout, même la télévision était remplie de drames romantiques. Parmi elles,
Une interview d'une femme âgée qui avait attendu son bien-aimé pendant 40 ans. Nanju a fait remarquer que c'était à cela que ressemblait le véritable amour et il voulait aider la vieille femme. Chang-ming, cependant, l'a rejeté, affirmant qu'il était encore trop jeune pour comprendre. Juste à ce moment-là, Sidu arriva et fut surpris de voir Chang-ming. Au début, il pensait qu'il s'était trompé de maison, mais Nanju était bel et bien à l'intérieur. Sidu a alors supposé que Nanju avait eu une petite amie avant lui, forçant Nanju à expliquer la situation. Nanju demanda alors pourquoi Sidu était venu, ce à quoi Sidu répondit qu'il avait un invité aujourd'hui. Et cet invité s'est avéré n'être autre que la femme âgée de l'interview télévisée. La vieille dame a apporté des cadeaux pour Nanju. Chang-ming a immédiatement reconnu la pâtisserie. C'était le genre de pâtisserie que les femmes d'autrefois offraient à leurs amants. Un peu comme les gens offrent des chocolats aujourd'hui. La vieille femme a alors demandé à Nanju de l'aider à retrouver l'homme qu'elle avait attendu toutes ces années. Le problème était que s'il était encore en vie, il aurait environ 70 ans maintenant. Mais qu'il soit vivant ou mort, elle souhaitait toujours le voir une dernière fois. Chang-ming a souligné que s'il était encore en vie, il aurait peut-être déjà sa propre famille. Son commentaire était un peu déplacé, mais elle voulait quand même contribuer en partie à montrer à Nanju à quel point les hommes modernes succombent facilement à la tentation. Elle a ensuite demandé à la vieille femme si elle avait gardé quelque chose appartenant à l'homme. La femme a révélé qu'elle avait une trompette. Nanju conduisit Sidu dehors, l'empêchant de jeter un œil, car Chang-ming était sur le point de lancer un sort. Elle a examiné le fil rouge du destin relié à la trompette pour déterminer où il menait. Après un certain temps de recherche, Chang-ming a réussi à localiser la personne qu'il recherchait. Les deux hommes ont alors convenu d'une rencontre avec la vieille femme dans un sanctuaire. La vieille femme avait minutieusement préparé ses retrouvailles. Cependant, Chang-ming l'a clairement averti qu'après tant d'années, la personne qu'elle recherchait pourrait avoir considérablement changé d'apparence. Mais la vieille femme était sûre qu'elle ne se tromperait pas. Alors, Chang-ming lui a demandé d'aller derrière le grand arbre pour le rencontrer. Chang-ming et Nanju ont fait un pari si la vieille femme aurait des retrouvailles heureuses. Chang-ming raconterait à Nanju sa propre histoire. Mais si les retrouvailles se terminaient par une déception, alors Nanju devrait lui servir d'assistante pendant une journée. La vieille femme se dirigea vers l'arbre et, en effet, elle trouva l'homme de son passé. Cependant, le vieil homme se leva simplement, surpris, passa devant elle et s'approcha de sa femme. La vieille femme l'appela par son nom, mais l'homme ne montra aucun signe de reconnaissance, se demandant comment elle connaissait son nom. La vieille femme se présenta alors soudainement. Le vieil homme se prit alors la tête de douleur, retrouvant son calme. Il a insisté sur le fait qu'il ne la connaissait pas et est parti avec sa femme. Chang-ming, en regardant cette scène, fut profondément peiné car cela lui rappelait trop son propre passé. Nanju a demandé à Chang-ming si elle s'était trompée de personne. Mais la vieille femme affirma fermement que non. Déterminée à le revoir, elle se rendit avec Nanju chez le vieil homme. À leur arrivée, Nanju remarqua que la porte n'était pas verrouillée, il entra donc et fut surpris de voir de nombreuses notes collées sur divers objets de la maison. Le vieil homme aperçut Nanju et le prit pour un intrus. Mais alors la vieille femme s'avança, prétendant être sa femme. À ce moment-là, la femme qui était avec le vieil homme plus tôt est arrivée. Elle s'est présentée comme une agente communautaire chargée de prendre soin du vieil homme. Elle a expliqué qu'il était autrefois parti à la guerre et qu'il avait subi une grave blessure à la tête, ce qui avait perturbé ses souvenirs. Depuis lors, il croyait à tort qu'elle était sa femme. Il n'avait pas de famille et passait ses journées accroché à une seule photo. La femme a clarifié la situation pour aider le vieil homme à se calmer. C'est seulement à ce moment-là que la vieille femme s'en rendit compte. Sur la photo de famille qu'il avait conservée, il manquait son visage. C'est pour cela qu'il ne la reconnaissait pas. Elle s'est souvenue du passé le jour où elle lui a fait ses adieux alors qu'il partait à la guerre. Il lui avait laissé la trompette et la chanson qu'ils avaient composée ensemble. La vieille femme sortit alors le charme de protection qu'elle avait semé pour lui, mais le vieil homme le lui arracha, affirmant qu'il appartenait à sa femme. Une fois de plus, ses souvenirs de guerre refirent surface, le plongeant dans un état de détresse. N'ayant pas d'autre choix, la vieille femme suivit le conseil de Nanju et partit. Cependant, avant de partir, elle a joué la mélodie de la chanson qu'ils avaient écrite ensemble. En entendant cela, le vieil homme se rappela soudain qu'elle était sa femme. Chang-ming et Nanju sont partis, permettant au couple de personnes âgées de se réunir. Nanju s'est rendu compte que Chang-ming n'était pas aussi froid qu'il l'avait initialement prétendu. Mais un pari restait un pari. Elle devait raconter son histoire. Elle a commencé à contre-cœur dans le passé. Elle était tombée amoureuse du mensonge de cette époque. Ensemble, ils ont enduré d'innombrables situations de vie ou de mort. Cependant, le jour de leur fiançailles, elle tenait la main de quelqu'un d'autre, ce qui lui donnait l'impression d'être une idiote. Mais Nanju soupçonnait que ce mensonge devait avoir ses propres troubles intérieurs, car s'il avait un jour risqué sa vie pour la sauver, pourquoi la trahirait-il comme ça?
À ce moment-là, la vérité a été révélée. Après le départ de Shen Ming, il avait ordonné à la vipère à ses côtés de partir car il avait été grièvement blessé et était sur le point de mourir. Il a décidé de faire cela pour que Shen Ming mette fin à ses sentiments pour lui et nourrisse de la haine envers lui. Parce qu'il voulait qu'elle l'oublie et continue à mentir. Après un certain temps, Nanju était beaucoup moins fréquemment attaqué. Un jour, alors qu'il regardait la télévision, l'entrepreneur a appelé à l'aide, demandant l'aide de Nanju. Lorsqu'il arriva, il vit que le talisman spirituel collé sur la porte avait été arraché. Le contremaître, en entendant l'arrivée de Nanju, s'est immédiatement précipité vers lui et s'est accroché à lui, implorant de l'aide. Soudain, une aura sombre descendit, sentant la menace. Nanju a été obligé de dégainer son épée pour se défendre. Quelques instants plus tard, 4 flammes bleues sont apparues, les flammes se sont coalescées, formant un palanquin. De l'intérieur, une silhouette émergea, un homme portant un masque démoniaque. Cette personne s'est rapidement approchée et a renversé l'épée de Nanju. Cependant, il n'était pas un ennemi mais un dieu nommé Zhang Yang. En entrant dans la maison, l'entrepreneur a informé Nanju qu'il avait récemment été témoin d'événements étranges. Plus sur le chantier, mais directement à la maison. Zhang Yang a examiné la situation et a découvert que la maison de l'entrepreneur avait été attaquée par des esprits maléfiques de haut niveau. Nanju a été surprise d'apprendre que les esprits maléfiques ont également une classification à plusieurs niveaux. Zhang Yang a expliqué que les esprits maléfiques de haut niveau sont ceux qui ont pris une forme spécifique, qui sont généralement plus rusés que les mauvais esprits ordinaires. Leur objectif est souvent de propager une catastrophe à grande échelle, et le fait que l'entrepreneur soit devenu la cible d'un esprit maléfique de haut niveau suggérait qu'il y avait quelque chose d'inhabituel chez lui. Soudain, l'esprit maléfique est revenu, alors Zhang Yang a jeté une chaîne pour protéger la porte. De façon inattendue, l'esprit maléfique a chargé et a été retenu par la chaîne de Zhang Yang. Nanju tira son épée pour l'exercer, mais l'esprit s'échappa rapidement. Après avoir examiné la situation, Zhang Yang a reconnu que l'esprit maléfique était une lumière de sang, née d'accidents d'effusion de sang humain. Une fois qu'il cible quelqu'un, il suivra cette personne jusqu'à sa mort. Les esprits maléfiques de haut niveau comme celui-ci se nourrissent de la peur humaine depuis des milliers d'années. Dans les temps anciens, il y avait un esprit maléfique très puissant, considéré comme le maître de tous les esprits maléfiques. Bien que le créateur du calendrier du ciel et de la terre l'ait vaincu et scellé, au fil du temps, le sceau s'est affaibli. Et quelqu'un a conspiré pour ressusciter le maître des mauvais esprits dans le monde. Lixi avait travaillé dur pour arrêter ce plan, et bien que la plupart des forces ennemies aient été détruites, quelques-uns ont réussi à s'échapper. Zhang Yang ne comprenait pas pourquoi un esprit maléfique de haut niveau comme la lumière du sang choisirait de cibler une personne ordinaire, comme l'entrepreneur. Cette nuit-là, l'entrepreneur rêvait qu'il avait récemment déterré un trésor sur le chantier. Bien que les ouvriers l'aient averti de ne pas le prendre, craignant un désastre, il semblait qu'il les avait ignorés et avait ramené l'artefact à la maison. Le lendemain matin, un homme qui prétendait être le directeur d'une célèbre société est venu rencontrer l'entrepreneur. Il a clairement indiqué qu'il souhaitait acheter l'objet que l'entrepreneur avait déterré quelques jours auparavant. Bien que l'artefact puisse aider à changer le destin d'une personne, il pourrait également se retourner contre elle. Voyant que l'autre partie était prête à offrir une grosse somme d'argent, l'entrepreneur a estimé que le trésor n'était pas ordinaire, il a donc décidé de le garder et a renvoyé le directeur. Manju et Zhang Yan sont arrivés à ce moment-là et ont vu le directeur partir. Zhang Yang a remarqué le réalisateur, et l'a trouvé quelque peu méfiant. Ce soir-là Manitoba Ju et Zhang Yang, accompagnés de l'entrepreneur, partirent à la recherche de la lumière sanglante. Manju a remarqué que Zhang Yang était assez fort, et il a révélé qu'il était né lors du festival des fantômes humains. Un jour où le pouvoir qu'il exerçait était surpassé seulement par celui de Luang. Peu de temps après, la lumière du sang est arrivée pour attaquer. Zhang Yang a juré de ne plus le laisser s'échapper. Il mit un masque, sortit son arme et commença à chanter un sort. Manju a également dégainé son épée pour bloquer ses attaques, demandant à Zhang Yang de lier la lumière du sang. Pendant ce temps, Santai arriva à la maison de l'entrepreneur pour prendre l'artefact pendant que la lumière du sang les distrayait à l'extérieur. Cependant, il semblait que l'artefact était bien protégé par un sort. À ce moment-là, la lumière du sang était déjà piégée par le sort de Zhang Yang, permettant à Nanju de lancer un sort et de porter un coup puissant. Cependant, Nanju fut rapidement repoussé, alors il demanda à Zhang Yang de l'achever. Zhang Yang a ensuite scandé un sort, créant un arc et tirant une flèche qui a percé directement la lumière du sang. Juste au moment où il semblait que la lumière du sang avait été vaincue, un coup lointain frappa Nanju. Luang sentit que Nanju était en difficulté et apparut. Zhang Yang a examiné la blessure et a noté que le charme protecteur que Nanju avait porté avait réduit les dégâts, elle était donc toujours traitable. Cependant, les méthodes de guérison des humains ordinaires ne suffisaient pas,
Alors Luang emmena Nanju chez quelqu'un qui le pouvait. Luang et Zhang Yang ont ensuite emmené Nanju en ruine. Luang se souvint qu'il y était déjà allé auparavant, exterminant les mauvais esprits avec la grand-mère de Nanju. Soudain, ils entendirent le son d'une flûte et se rendirent en bateau jusqu'à un manoir, où ils rencontrèrent la personne qui jouait de la flûte. À ce moment-là, Nanju rêva qu'il était perdu quelque part. Soudain, son charme protecteur lui parla, lui conseillant de ne pas se perdre ici et le sortit du rêve. Nanju a ensuite entendu que Luang était revenu après 20 ans et la personne qui l'avait sauvé semblait se rendre compte que Nanju ne connaissait toujours pas sa véritable identité. Nanju a ensuite attrapé le charme protecteur, ce qui a attiré l'attention de Luang. La personne qui l'avait sauvé s'est présentée comme Ju, assurant à Nanju qu'il pouvait se reposer ici car cet endroit était séparé du monde normal. Nanju se rappela comment sa grand-mère lui avait donné ce charme et pensait que ses parents le lui avaient laissé parce qu'ils avaient des difficultés et ne pouvaient pas rester avec lui. Ju expliqua que ce charme était un trésor de sa famille et que Nanju était un membre de cette famille, la famille qui avait créé le calendrier du ciel et de la terre. En entendant cela, Nanju a demandé où étaient ses parents. Luang a décidé de raconter l'histoire. Des années auparavant, lors d'un de ses jours de travail, il était allé avec la grand-mère de Nanju pour exterminer les mauvais esprits de la région. Cependant, il était arrivé trop tard et des esprits maléfiques avaient tué les parents de Nanju. À cette époque, sa grand-mère n'avait pu sauver que Nanju. Ils rencontrèrent alors Ju, qui était venu chercher les membres de la famille pour les enterrer. Il a également reconnu que Nanju serait plus tard choisi par le calendrier du ciel et de la terre, il a donc laissé Nanju avec sa grand-mère pour qu'elle l'élève. Si jamais Nanju rencontrait des problèmes, il devrait venir le chercher. Ju expliqua que leur famille avait souvent été poursuivie par des esprits maléfiques, ils quittaient donc rarement la barrière cachée de cet endroit. Les parents de Nanju avaient probablement voulu l'emmener voir le réveillon du Nouvel An à l'extérieur, ce qui a conduit à ce qui s'est passé. Pendant les 2 jours suivants, Nanju resta ici pour récupérer, tandis que Luang partait en patrouille pour protéger la zone. Pendant ce temps, Santai était toujours en colère de ne pas avoir pu obtenir l'artefact et avait envoyé des esprits maléfiques pour surveiller l'entrepreneur et préparer quelque chose pour lui. 2 jours passèrent et Nanju se rétablit progressivement. Ju l'informa qu'il pourrait partir le lendemain. Nanju a demandé pourquoi cet endroit était si sûr, et Ju a expliqué comment fonctionnait la barrière. Luang est ensuite revenu pour annoncer que tout allait bien, mais que lui-même n'allait pas bien car son ancienne maladie avait réapparu. Luang ne voulait pas que quiconque s'inquiète, car Ju avait dit que sa maladie pouvait être guérie grâce au livre au trésor qu'il possédait. Ju s'est également rendu compte que leur temps ici était compté. Cette nuit-là, Luang commença à s'assombrir à nouveau, tandis que Santai avait trouvé le manoir de Ju et avait décidé d'envoyer l'un de ses subordonnés avec un groupe d'esprits maléfiques pour attaquer. Les esprits maléfiques ont ensuite continuellement attaqué la barrière du manoir. Bien qu'elle ait résisté pendant un certain temps, le nombre écrasant d'esprits maléfiques a rapidement provoqué l'effondrement de la barrière. Ju voulait que Nanju se replie car il n'était pas complètement rétabli, mais Zhang Yang est arrivé pour les aider tous les deux. Il a demandé à Ju de ramener Nanju. Nanju ne voulait pas s'enfuir, alors Zhang Yang n'avait d'autre choix que d'avancer pour éloigner les mauvais esprits de Nanju. Cependant, Santai a continué à envoyer plus d'esprits maléfiques, forçant Zhang Yang à sortir son arme pour riposter. Ju soupçonnait que les mauvais esprits visaient quelque chose à l'intérieur du manoir, la seconde moitié du calendrier du ciel et de la terre. Pendant ce temps, Luang avait trouvé une pièce où le trésor était conservé et avait découvert un interrupteur qui ouvrait un passage secret. Le subordonné de Santai est arrivé mais était contrôlé par Luang. Peu de temps après, Nanju est arrivé et le subordonné s'est enfui. Nanju a demandé à Luang de sortir pour aider, mais il n'était toujours pas complètement rétabli. Les esprits maléfiques se retirèrent et, juste au moment où Luang était sur le point d'attaquer Nanju, il reprit soudainement ses esprits. Ju s'est rendu compte que la pièce n'avait subi aucun dommage, ce qui était un bon signe. La seconde moitié du calendrier du ciel et de la terre avait disparu avec son créateur, donc cette pièce ne contenait que des mécanismes de protection pour le manoir. Le lendemain, Nanju se prépara à partir, décidant de laisser Luang se reposer un moment pendant que lui et Zhang Yang géreraient les choses pour le moment. Ju offrit alors à Nanju un cadeau d'adieu. Peu de temps après son départ, Nanju réalisa qu'il s'agissait d'un carnet relatant divers aspects de l'histoire de sa famille. De retour à la maison, Nanju a rencontré son voisin, qui lui a dit qu'une nouvelle mère et son fils avaient emménagé. Le voisin a expliqué que la mère était gravement malade et souvent hospitalisée, tandis que le fils semblait froid mais avait un bon cœur. La famille était dans une situation financière difficile. Le père était policier mais était mort dans l'exercice de ses fonctions. Et le fils ne semblait pas beaucoup pleurer sa perte car le père était rarement à la maison, abandonnant sa famille. Maintenant que le père était parti et que la mère était malade, le fils a dû utiliser l'argent laissé par son père.
et travailler à des emplois supplémentaires pour prendre soin d'elle. Soudain, des nouvelles sont apparues en ligne au sujet du père, et Nanju a été horrifié par la personne malveillante qui avait publié cela. Ce soir-là, Nanju et Kinming se préparèrent pour le festival de Jiangchu, au cours duquel Nanju effectuerait un rituel pour faire revivre Hanshi. Bien que Kinming n'était pas certain que le rituel réussirait, il a aidé Nanju de toutes les manières possibles. Le lendemain matin, Nanju rencontra la divinité du jour, Jiangchu, qui venait d'acheter des gâteaux de lune et les avait presque laissés tomber. Il a démontré ses compétences en arts martiaux pour sauver les gâteaux. Jiangchu a alors demandé pourquoi Nanju achetait des gâteaux dans cette boutique, et Nanju a expliqué que sa grand-mère avait l'habitude d'en acheter là-bas. Et la boutique permettait aux clients de préparer leurs propres gâteaux et de fixer une date de livraison. Jiangchu a demandé si Nanju était prêt pour le rituel du soir, ce à quoi Nanju a répondu qu'il s'était bien préparé pour ressusciter Hanshi. Sa seule préoccupation était de savoir si Luang s'était rétabli. Jiangchu pensait que Luang n'avait besoin que de quelques jours de repos avec le calendrier et que tout irait bien. Pendant ce temps, le fils du nouveau voisin a reçu de manière inattendue une boîte de gâteaux de lune livrée par Jiangchu. Cela lui rappela son père, alors il cacha la boîte et ne la montra pas à sa mère. Il s'est ensuite mis au travail, mais il a eu du mal à gérer son travail de distribution de tracts. Jiangchu et Nanju sont venus aider, mais soudain, les nouvelles ont rapporté qu'un dangereux criminel était toujours en liberté, avertissant le public d'être prudent. Le fils du voisin s'est vite rendu compte que sa mère était en danger, car le criminel était venu chez eux pour se venger d'elle. Le criminel l'a visé parce que le père du voisin, un policier, avait arrêté ses complices. Les mauvais esprits ont pris le contrôle du criminel et le fils n'a pas pu sauver sa mère. Jiangchu s'est rapidement occupé des mauvais esprits et a sauvé la mère et le fils. Lorsque le fils reprit connaissance, Nanju le rassura en lui disant que tout allait bien et que le criminel avait été arrêté. La mère voulait vérifier si la boîte de gâteaux de lune que Jiangchu avait envoyée était toujours intacte, mais le fils l'a arrachée et l'a jetée. Disant que son père s'était toujours concentré sur son travail et n'avait jamais passé de temps avec eux, donc il ne voulait pas accepter cet homme comme son père. Cependant, la mère lui a dit que les gâteaux de lune avaient été préparés par son père lui-même pour leur être offerts, car il savait que son travail était dangereux et qu'il risquait de ne pas rentrer chez lui pour le festival de Jiangchu. Il a donc préparé les gâteaux lui-même et les a fait livrer par le magasin pour célébrer l'événement avec sa famille. Nanju a fait remarquer que le père était une personne admirable qui avait choisi de sacrifier son propre bonheur pour aider les autres, et que le fils devrait être fier de lui. Jiangchu a ensuite invité son fils à goûter le gâteau de lune, et il a pleuré en mangeant le gâteau que son père lui avait préparé. Nanju et Jiangchu partirent ensuite pour préparer le rituel de réanimation de Hanshi. Toutes les divinités se sont rassemblées et ont exécuté la cérémonie avec Nanju. Cependant, l'image de Han n'est apparue que brièvement mais n'a pas été complètement ressuscitée. Nanju expliqua que la divinité avait besoin d'offrandes humaines pour faire revivre complètement Hanshi, et qu'il devrait attendre un endroit où la tradition du rituel Hanshi était encore pratiquée, donc Kinming n'avait pas à s'inquiéter. Le groupe s'est ensuite réuni pour célébrer le festival Jiangchu. Jiangchu a remarqué que Kinming manquait toujours à Hanshi, alors il l'a réconforté en lui disant que l'année prochaine, il pourrait peut-être célébrer Jiangchu avec Hanshi, comme cette année. Nanju apporta du vin à offrir à la Wang et lui demanda comment ses blessures guérissaient. La Wang a remercié Nanju pour son inquiétude, expliquant qu'il se sentait beaucoup mieux. Nanju a ensuite déclaré que la paix dont le peuple avait bénéficié était due à des divinités comme elle, et il a demandé à offrir un toast à la Wang. La scène se termine avec ce moment, et le film se termine.